Pute, putain, fils de pute, est-ce que tu connais la putophobie ? Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Cybèle L'Espérance pour la deuxième partie de notre échange sur les travailleuses et travailleurs du sexe. Et cette fois, on va parler de ta vie de militante pour les droits des TDS. Salut Cybèle. Salut. Alors, je te présente en 10 secondes. T'es travailleuse du sexe ainsi que militante pour les droits des travailleurs du sexe. Si vous voulez bien comprendre les bases, qui est Cybèle, c'est quoi un TDS, un travailleur du sexe, est-ce que c'est légal, etc. Je vous conseille d'aller écouter la première partie de notre interview. Aujourd'hui, on va aller plus en profondeur sur tous les enjeux de société passionnants liés au travail du sexe. Nouveau disclaimer, le but de cet épisode, c'est pas de vous dire que le travail du sexe, c'est bien ou c'est mal. Clairement, tout n'est pas rose dans ce milieu. Par contre, derrière le travail du sexe, il y a des personnes, et ces personnes, elles ont des droits humains, comme tout le monde. Des droits à la santé, au logement, à la dignité, même si on désapprouve leur activité, et même si on approuve leur activité aussi. Donc si tu penses qu'une travailleuse du sexe est forcément une victime ou une rebelle, peut-être que c'est l'occasion d'aller creuser un peu au-delà. Trigger warning, on va probablement parler à un moment de violences sexuelles et sexistes. Donc voilà, vous avez l'info. Pour commencer, pute, c'est un mot extrême, violent, terrifiant. C'est un mot qui ne définit pas un job, c'est un mot qui signifie que tu n'es pas digne de respect. C'est les mots de Judith, alias tapote pute sur Instagram. Pourtant, comme l'écrit l'Institut Décadré, en fait, les insultes putophobes, c'est très courant. Une grande majorité des femmes, pour ne pas dire toutes, ont été insultées de pute. Parce qu'en vrai, cette insulte, elle vise toutes les femmes qui rentrent pas dans la case que la société leur impose. Ça, les insultes, c'est un peu le niveau zéro, j'ai l'impression, de la putophobie, c'est-à-dire des discriminations envers les travailleurs du sexe. Et donc concrètement, juste au-dessus, ça peut se traduire par des violences sexistes et sexuelles, ta famille qui te rejette, ou plein de clichés, que t'es forcément une victime, t'as forcément eu des traumas, été violée, t'es vu comme une délinquante sans morale qui va seulement ramener du chaos et des MST. Donc déjà, ça, c'est hardcore. Toi, si t'es OK d'en parler, est-ce que t'aurais un exemple à nous raconter de putophobie que t'as pu subir ? Mon Dieu. Par où commencer? Alors, j'ai un catalogue de 800 pages. Non, mais pour cadrer le truc, déjà, il y a deux choses que je vois émerger. C'est que la première, je trouve que je suis quelqu'un de très privilégié, donc il m'est arrivé beaucoup moins d'incidents de putophobie que tout ce dont j'ai été témoin. Parce que moi, je suis dans des milieux militants. On va, par exemple, contacter des travailleuses du sexe qui annoncent sur un site. Donc, j'ai rencontré énormément de travailleurs et travailleuses du sexe. Donc, j'en ai en permanence qui m'est envoyé des anecdotes. Et je me dis, finalement, moi, il m'est rien arrivé de grave, quoi. C'est vrai que t'es blanche, t'es immigrée certes, mais du Canada, oui, je parle français couramment, voilà. je passe pour française, j'ai fait des études, même si j'ai pas des masses de diplômes. On parle moins du fait que j'étais SDF 12 ans, mais voilà, moi je pense que ça m'a donné plutôt des compétences pour filtrer les mauvaises rencontres. J'ai un toit sur la tête de toute façon aussi, je suis mariée. Bon, ça me stigmatise parce que mon mari, il est toujours à risque d'être considéré proxénète. On fait hyper attention dans notre vie de couple pour séparer les choses, mais finalement je suis assez bien considérée, et d'autant plus que je suis accompagnante sexuelle. Parce que il existe un phénomène qui s'appelle la putarchie, qui est la hiérarchisation des différents types de travail du sexe. On prend l'exemple au repas de famille avec l'oncle un peu conservateur, voilà, la grande discussion, et qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, en fait, au moins les actrices porno, elles baisent pas avec leurs clients. Donc c'est pas la même chose, c'est mieux. Ah oui, mais de toute façon, la modèle érotique, elle baise avec personne, elle fait pas d'acte sexuel directement, donc c'est encore mieux. Et en fait, l'assistante sexuelle, c'est vu comme finalement une prostituée humaniste qui serait meilleure que les autres. Après, je suis pas exemptée de ce genre de choses. Ne serait-ce que ce qui s'est passé hier, en fait. Je me suis déplacée pour un mec qui ne fait que ça, faire déplacer des putes, des escortes. Il leur donne des rendez-vous. Moi, je demande pas d'acompte. Il fait semblant qu'il est là et il y a personne. Pour nous faire perdre de l'argent, du temps, pour exercer son pouvoir sur nous. Et ça, c'est des formes de putophobie, oui, parce qu'on considère qu'on mérite de se faire manipuler. Mais il y en a plein, des situations comme ça. Et je pense que la plupart des violences qu'on subit, c'est des opportunités, en fait, où on est vu comme étant un peu de la chair à canon. Moi, je le vis beaucoup par les abolitionnistes. En fait, comme je suis devenue un symbole de militantisme, et voilà, on va me traiter de proxénète, on va dire que je suis payée par un certain lobby proxénète parce qu'aucune femme ne voudrait ça, je serais pas féministe, parce que c'est impossible d'être féministe, d'être prostituée. Il y a tellement, en fait, de facettes qui disent, grosso modo, voilà, t'es une pute, et en fait, si t'as pas voulu, c'est ok, je te pardonne, mais si tu acceptes à ce moment-là, t'es une salope, tu mérites aucun respect. Il y a qu'à regarder les commentaires, finalement, dans les reportages que j'ai faits, où on les voit tous. Et vraiment, ça, et puis, des menaces, quoi, aussi. J'ai vécu du harcèlement en étant militante, notamment. Ça, je pense que c'est vraiment de la putophobie aussi. Ouais, c'est vraiment un monstre à 18 têtes, justement.
qu'on va tacler aujourd'hui. Effectivement, la putophobie, ça s'arrête pas là. Comme la plupart des gens te méprisent, ça peut aller plus loin, ça se transforme en discrimination carrément systémique. On a parlé d'accès à la justice, il y a des femmes qui perdent la garde de leurs enfants juste parce qu'elles sont travailleuses du sexe, ou les galères de reconversion, voilà, des femmes se font virer, des mecs d'ailleurs, quand on découvre qu'ils ou elles ont eu un passé de travailleurs du sexe alors que ça n'a aucun impact sur leur travail aujourd'hui. Voilà, ça part vraiment de ce mépris, notamment l'idée que tu serais incapable de savoir ce qui est bon pour toi parce que tu es une victime aliénée. Et là, on va enchaîner. T'as pas mal d'anecdotes de haut vol. Il y a 10 ans, tu commençais à t'intéresser au féminisme, mais pas du tout en lien avec ton travail d'escorte à l'époque. Et donc, tu vas à un événement d'une asso féministe et chacune doit se présenter au groupe. Et ta voisine se présente et a dit « Je suis abolitionniste car il y a trop de personnes abusées. » Et là, sûrement, toi, comme les gens qui nous écoutent actuellement, tu bugs parce que tu connais pas ce mot abolitionniste. Et tout le groupe voit clairement que t'as pas compris, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter la... Ouais, je dis abolitionniste de quoi? Et elle me dit de la prostitution. Et là, je dis mais pourquoi abolir la prostitution? En fait, je m'attendais à ce qu'on soit dans un tour de table où en fait, je pensais aux questions des représentations, du pouvoir. C'était ça pour moi qui était concrètement du féminisme, d'avoir des modèles, tout ça. Et là, de se retrouver à se cristalliser sur la prostitution. Et j'avais l'impression que les gens n'étaient pas concernés non plus. Donc je me demandais pourquoi ils s'intéressaient au truc si particulièrement. Et la personne à côté de moi, elle a dit t'inquiète, elle n'en veut pas aux prostituées. Elle Vous veut. êtes clairement des victimes. C'est ça. Ce sont des femmes aliénées. Elles se rendent même pas compte du fait qu'elles sont aliénées. Donc c'est vraiment pas de leur faute. Et moi, je suis là, je viens d'avoir mes premières expériences dans le travail sexuel. Elle savait pas que toi... Elle savait pas, j'ai rien dit, bien sûr, je suis restée complètement silencieuse. Après, je me suis pas sentie en sécurité. Et là, il y a cette femme qui est à côté de moi, qui vient de dire qu'en fait, j'étais trop aliénée pour que ma parole vaille quelque chose. Que en fait, je me rendais pas compte de ma domination que je subissais. Donc, elle pensait que son mode d'expression était meilleur que le mien. Donc je me suis dit ça y est, je peux pas rester à cet endroit-là, et j'ai fini par leur expliquer ce qui s'était passé, mais il y a eu pas mal de clashs, et j'ai eu pas mal de personnes que j'ai revues individuellement avec qui on a fini par s'expliquer, et des fois on finissait la conversation par oui, de toute façon le travail c'est de l'exploitation, mais bon ça règle pas le problème de pourquoi se cristalliser sur le travail sexuel, et avec toutes les conséquences surtout que ça a sur les vies des personnes en fait. Oui, que tu prétends aider, quoi. Parce que moi, fondamentalement, j'ai toujours dit, j'ai pas de problème à ce que quelqu'un ait un idéal d'un univers, d'un monde dans lequel il n'y a pas de rapport sexuel tarifé. Je ne comprends pas, personnellement. Mais je suis pas contre cette idée. Après, si on parle de l'abolition du travail en général, moi je suis OK. Mais effectivement, tant qu'on vit dans un milieu capitaliste et qu'il faut travailler, moi si considère que c'est un symbole de l'achat des femmes par les hommes, etc., je comprends que ces personnes-là ne veuillent pas que ça existe. Mais du coup, est-ce que ton idéal... tu vas le faire en réprimant les personnes concernées. Et même si tu dis non, je réprime les clients, etc., et ça a des conséquences sur les personnes concernées, est-ce que tu es prêt à sacrifier toutes ces personnes-là? Et j'ai vu ça décrit souvent dans des discussions où il y avait des abolos. De toute façon, à force de mourir, elles vont bien finir par comprendre et arrêter de faire ça. Tu vois, des trucs comme ça, mais vraiment très trash. Et ouais, de toute façon, c'est des collabites, tu vois, avec un petit peu d'antisémitisme en fond aussi. C'est des collabos des bites, quoi. Mais des trucs comme ça qui finalement étaient, de toute façon, s'il faut en sacrifier quelques-unes pour qu'on en arrive à l'abolition, c'est le chemin qu'on doit prendre. On n'a pas trop... c'est l'idéal, quoi, qui est derrière. Okay. Nous, on fait une différence entre les abolitionnistes de type idéologique fondamentaliste, comme ça, et celles qu'on va dire qui sont pragmatiques. Et il y a des personnes, moi, avec qui je m'entends très bien, qui se qualifient d'abolitionnistes. Il y a même des travailleurs et travailleuses du sexe qui se qualifient d'abolitionnistes. Voilà, dans leur monde idéal, il y aurait pas non plus de travail sexuel, et je respecte tout à fait. Mais la question du comment et qu'est-ce qu'on fait avec le travail sexuel d'ici là, elle a des conséquences hyper concrètes sur la santé des gens, sur leur accès aux droits, comme tu disais en intro. Donc là, tu comprends que vous aviez pas exactement la même vision du féminisme. Et que si tu veux vraiment aider les travailleurs du sexe, et notamment celles qui ont le moins de choix, en l'occurrence, et pour qui c'est encore plus une stratégie de survie, c'est pas en décidant à leur place et sans les écouter ce qui est bien pour elles que tu vas les aider, quoi. Toi, pourquoi est-ce que ça te tient à cœur de militer pour les droits des travailleurs du sexe ? Il y a une époque où j'étais vraiment juste dans ma propre survie, rembourser mes dettes, et dans le milieu militant, j'ai tellement appris de personnes qui sont plus précarisées ou marginalisées que moi. Ils m'ont tellement enseigné des choses que ça me semble être la moindre des choses de consacrer de mon temps et de mon énergie à porter ces paroles tout en ayant cette obligation de les écouter, donc de devoir être en contact du terrain. C'est ça qui m'a motivée à rejoindre AIDS aussi. Pendant 3 ans, j'ai fait des maraudes avec AIDS ici dans la région parce que je connaissais pas le travail du sexe de rue, donc j'ai rencontré des personnes qui l'exerçaient, des Roms principalement, mais aussi des femmes d'Afrique subsaharienne ou des Françaises des
des îles. En rencontrant ces personnes-là, moi, on m'a enseigné plein de choses. On est tellement dans des situations dramatiques et je vois des gens mourir et je vois des gens subir des agressions sexuelles et je vois des gens harcelés. Et en fait, ça serait tellement facile de redonner du pouvoir à ces personnes-là. C'est tellement proche, en fait. Il y a tellement peu de mesures à prendre que je pense pas que je pourrais m'arrêter maintenant de militer. Maintenant que j'ai vu, en fait, je peux plus dévoir ce que j'ai vu, je peux plus désapprendre. Moi-même, j'ai vécu ces discriminations-là dans le milieu de la santé. Et mon médecin a mis plus d'1 an avant de me référer au centre de traitement de la douleur parce que le non-dit, c'était, en fait, t'exerces ce métier, c'est pour ça que ton corps t'envoie des signaux de douleur. Et donc, depuis que vous avez recommencé votre métier, vous avez sans doute remarqué que vous avez plus de douleur. Je fais, non. Mais j'ai cherché, en fait, oui, parce que j'étais en Andromaque, je me suis un peu mal au genou la nuit dernière. Voilà, je cherchais, mais en fait, je me suis rendu compte, non, en fait, ils pensent que c'est psychosomatique entièrement, mes douleurs, et refusent de me donner la prise en charge. Et pourrait même, je veux dire, même si la douleur est psychosomatique, elle peut être prise en charge. Elle peut être prise en charge dans un centre de traitement de la douleur, donc par des médecins spécialisés dans la douleur. Mais elle se disait, ils vont pas faire mieux que moi. Parce que de toute façon, vous voyez ce que vous faites. Vous faites du mal. La prostitution, c'est une forme d'automutilation. Donc déjà ça, moi, je l'ai vécu. Je vois tous ces freins-là. À chaque fois, le médecin qui se lève devant moi au centre de dépistage et qui dit « Mais c'est très dangereux ce que vous faites, jeune fille !» Moi qui ai 36 ans. Là, il y a un moment, ça suffit, les conneries. Je sais pas, je le vis. Je vois mes amis perdre leur logement. Cette injustice-là, elle me révolte en permanence. Des fois, elle m'empêche de dormir. Et les collègues qu'on a dû... nommer les collègues qui décèdent à chaque année lors du 17 décembre, la journée de lutte contre les violences, pour moi, ça a été aussi des moments forts militants qui font que je peux plus revenir en arrière, en fait. Ce qui me parle beaucoup chez toi, c'est justement ça. Comme moi ou plein de gens qui nous écoutent sûrement, au début, tu dis que tu n'étais pas du tout militante. Non. Tu as cette expression canadienne que je connaissais pas où tu dis que tu es devenue radicale, mais tranquillement, pas vite. Mais tranquillement, pas vite, c'est une expression. Mais le reste, c'est un peu du moi, parce que moi, je m'amuse avec la langue et je crée souvent... je m'amuse avec la langue, t'as vu. Si vous cherchez sur Twitter #humourpute, vous allez trouver un peu mon best-of. J'essaie toujours de faire des blagues un peu à la con, de dédramatiser, parce que l'humour, c'est quand même une arme assez importante et des fois les blagues elles ont des fonds de vérité assez forts. D'ailleurs tiens, je peux t'en conter une tout de suite si tu veux un exemple. Avec plaisir. Pourquoi les travailleuses du sexe elles travaillent pas à plusieurs? Parce qu'il suffit qu'on soit 2 pour que ce soit le bordel. Bon, clin d'œil à l'infraction de proxénétisme. Pas mal de travailleurs et travailleuses du sexe sont arrêtés parce que ils sont proxénètes l'un de l'autre, quoi. Ouais. Ton premier déclic militant, c'est justement quand tu vivais encore au Canada. Tu faisais partie d'un collectif de travailleurs du sexe, travailleuses indépendantes, qui ont vraiment choisi d'être travailleuses du sexe. Et tu dis que c'est un peu comme un label de sexe équitable. Voilà. Là, au moins, les gens, ils savaient que t'étais pas en train de financer des proxénètes, de la traite humaine, etc. Le label sexe équitable, tu vois, un peu comme le chocolat, le café, voilà, comme ça tu peux manger ton chocolat, boire ton café, savourer ta pute sans exploiter la misère d'autrui. Et en arrivant en France, tu demandes sur un forum, mais pourquoi ça n'existe pas en France, ce genre de collectif équitable, quoi. Et là, tu te fais clasher. Est-ce que tu peux nous raconter ? Je bénis cette journée où on m'a clashé parce que j'ai rien compris, mais en tout cas des fois on a besoin de se faire rentrer des trucs dans la tête avec une bonne claque. En fait, la personne m'a dit mais tu fais quoi des collègues qui parlent pas français et qui ont besoin d'un intermédiaire? Et en fait moi j'avais cette vision hyper binaire de voilà, t'as celles qui sont forcées et celles qui le sont pas. Donc forcément sur le forum où je suis en train de parler avec d'autres personnes, il y a pas de personnes forcées. Mais en fait la réalité c'est qu'on se trouve dans des continuums de contraintes. T'as plus ou moins besoin d'argent, t'es plus ou moins dans la merde, t'as plus ou moins de capacité d'entrer dans le système du travail selon que t'es valide, handicapé, si t'es transgenre, t'as des freins à l'emploi, si tu viens d'un milieu plus pauvre, voilà, si t'as eu des violences conjugales et que t'as des dettes, etc. Donc il y a plein de choses qui font que t'as des difficultés à entrer dans le marché traditionnel et tu peux choisir le travail du sexe parce que c'est la moins pire de toutes les options qui se présentent à toi. Et donc là, moi, je comprenais pas ça. Il y avait les forcés et les pas forcés, comme la plupart des gens probablement qui nous regardent. Et là, quand on me dit ça, en fait, tu sais, comme on dit en anglais, on les jette sous le bus, quoi. On les abandonne, on les dégage et on pense qu'à notre pomme. Et moi, je pensais qu'à ma pomme, en fait. Je pensais qu'aux personnes qui avaient choisi, et je pensais qu'à ces clients qui me disent, moi, je veux pas tomber sur une meuf exploitée. J'en ai la peur bleue de me retrouver dans une situation où je suis en train d'exploiter une jeune fille qui devrait pas être là, quoi. Et moi, je pensais qu'à ça, en fait. Je pensais qu'à la partie propre du choisi et du pas choix. Et ça, c'est un bel exemple de putophobie, d'ailleurs. C'est soit l'un, soit l'autre. T'as le choix, t'as pas le choix. Et on confond tout à l'intérieur de ça.
Mais quand cette personne m'a dit ça, moi je me suis sentie hyper attaquée. Et il y a plein de gens qui sont venus me rassurer en privé. Non mais t'inquiète, elles sont jamais contentes, machin. Mais en fait, moi ça m'a bouleversée dans le bon sens du terme. Ça a mis du temps un petit peu, mais je me suis rendu compte que... Il y avait un fond de vérité, quoi. Ouais, puis que les choses étaient vachement plus compliquées que ce qu'on croit. Je vais donner l'exemple de la plupart des prostituées chinoises de Belleville qui sont rassemblées au sein d'une asso qui s'appelle les Roses d'Acier, qui est une des 3 assos 100% travailleuses du sexe en France. Il y a le STRAS, le syndicat du travail sexuel, il y a les Roses d'Acier, il y a une petite asso masculine et transmasculine qui s'appelle Bad Boys. En tout cas, les femmes de Belleville, on s'imagine toutes les chinoises sous la coupe de proxénètes, victimes de réseaux, notamment, vous avez peut-être entendu parler des salons de massage chinois à Paris. Il y a une grosse campagne de Zéro Macho qui a recensé 300 salons de massage qui, selon eux, sont des maisons closes, des lieux de traite des êtres humains. En fait, la plupart des travailleuses du sexe chinoises n'ont pas de proxénètes au sens coercition, violence. Voilà, je dis pas qu'elles sont pas exploitées parce que l'exploitation, ça peut venir du fait que, ok, je parle pas français, j'ai besoin de quelqu'un qui prend les appels et qui ramène le client, qui fait ce que nous on appelle le secrétariat. Du coup, est-ce que la personne qui prend le risque de se faire coffrer pour proxénétisme, est-ce qu'elle prend un salaire correct ou est-ce qu'elle demande plus cher parce qu'elle prend beaucoup de risques? Donc plus finalement il y a des prohibitions et plus les personnes ont des leviers pour en profiter parce qu'elles prennent des risques. Un peu la même chose pour le logement, quand ton proprio découvre que tu exerces de ton appartement, et soit il te vire, soit il dit moi je prends un risque, qu'est-ce que tu me donnes pour ça, parce que je devrais te virer là, tu vois. Donc voilà, on se retrouve dans des situations comme ça. Je dis pas qu'il y a zéro exploitation, le travail c'est une exploitation de toute façon, mais par exemple une femme qui parle français, c'est elle qui trouve l'appartement, qui réussit à obtenir un lieu, et finalement les autres vont lui payer leur part du loyer. Et si elle se prend 5 € en plus, c'est bon. Si elle en prend 15, si elle en prend 100, à partir de quel moment est-ce que c'est abusif? Et en fait, comme il n'y a pas vraiment de marché légal, comme les options sont extrêmement faibles, les personnes vont se retrouver en situation de dépendance. On va parler plutôt de dépendance que d'exploitation. Quand il a commencé à y avoir de la répression à Belleville, il y en a toujours eu, mais il y en a eu beaucoup plus dans les dernières années, les femmes qui étaient dans la rue pour tapiner, elles sont passées à l'intérieur, en indoor. Et en indoor, il faut quelqu'un pour leur ramener le client. Et donc, l'intermédiaire, il y a une situation de dépendance à cet intermédiaire-là. Parce qu'elle ne peuvent plus être en contact direct avec le client qui ramène pour avoir la passe à l'intérieur. Donc des situations comme ça de dépendance qui ne sont pas nécessairement des synonymes d'exploitation, mais qui veut dire qu'il y a une personne qui est dans l'équation alors que la personne pourrait être complètement indépendante. Ouais. Après ce clash, donc toi ça te fait cheminer, et un autre déclic dans ton militantisme, c'est lors d'une manif à la Pride où tu dis que toi parfois tu peux avoir un syndrome de l'imposteur, effectivement, parce que t'es blanche, tu viens du Canada, etc. Et on te dit non, va devant, porte la banderole, et tu te retrouves à côté d'une travailleuse du sexe chevronnée, et tu te dis attends, mais comment elle fait pour porter fièrement sa pancarte? Et apparemment à ce moment-là, voilà, tu te sens vraiment connecté à ce milieu, et tu te dis en fait je milite aussi pour celles qui n'ont pas de papier, ou même qui ont des obligations de quitter le territoire français et qui peuvent pas s'afficher à l'avant de la manif, quoi. C'est rigolo parce que t'en parles et j'ai des frissons qui me traversent. Et en fait, ce que tu ne dis pas, c'est que nous, c'est la première année où le STRAS, le syndicat du travail sexuel, à ce moment-là, je venais de devenir adhérente, on a un char pour la première fois dans une Pride, et il est partagé avec l'association qui s'appelle Acceptest, qui est une association parisienne pour des personnes transgenres et qui est vraiment ciblée sur les personnes transgenres d'Amérique latine, et où il y a beaucoup quand même de ces personnes-là qui ont exercé ou exercent en ce moment le travail sexuel. Et il y a cette banderole Stop Transphobie qu'on doit porter à l'avant, et il y a des personnes que j'ai connues, que j'ai vues plusieurs fois dans des actions avant, qui sont des grands militants en fait, et qui sont là à tenir la banderole, et on me dit vas-y tiens la banderole toi aussi. Alors là c'est le moment où je panique un peu, j'étais sûre en fait, et là il y a quelqu'un qui m'explique mais non, le char il est vraiment partagé pour nos 2 assos, donc c'est ok que tu sois à l'avant aussi. Et il y avait effectivement pas mal de collègues d'Acceptest et pas mal de personnes qui n'ont pas nécessairement de papier en France, qui pouvaient pas s'exposer et qui, elles, préféraient rester dans le char le plus caché possible. Et moi, au contraire, étant très peu vêtue ou vêtue de façon excentrique, parce qu'il y avait des collègues qui l'étaient aussi à côté de moi, on était la cible des photographes de Pride, en fait. Ils passent, j'ai jamais été pris autant en photo que ce jour-là. Et ça, c'est le début de 5 km 4 de marche en chaussures à talons hauts. Et c'est une autre expression en anglais. Moi, j'ai pas mal des fois des modes de pensée en anglais où on dit walk in her shoes. Marcher dans les chaussures de quelqu'un, c'est prendre sa place pour se mettre à sa place, se projeter. Et là, j'étais en train de marcher dans des chaussures à talons, en étant quasi à moitié à poil sous le cagnard pendant 2-3 heures à faire 5 km sur ces talons et à devoir porter cette espèce de pancarte en regardant des gens que j'admirais depuis longtemps. Et là, j'ai l'impression que je suis devenue à la bonne place en fait à ce moment-là, parce que il y avait vraiment une
de collaboration de tout le monde pour que tout se passe bien. Je montais un moment dans le char et j'ai essayé d'enlever mes chaussures, mais ça faisait plus mal en les enlevant qu'en les remettant. Du coup, je suis retournée dehors et ouais, j'étais à ma place en fait. Et c'était à ma première manif en fait. J'avais jamais fait ce genre d'événement avant. C'est une super anecdote. Justement, la putophobie, bien sûr, c'est un truc qui est malheureusement répandu dans toute la société, mais il y a quand même un groupuscule assez clair qui est votre adversaire. Face à vous, il y a un mouvement qu'on appelle les abolitionnistes, comme cette femme dans ton groupe de parole, qui sont donc pour l'abolition du travail du sexe. Alors, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se disent que oui, interdire le travail du sexe, c'est un moyen de vous protéger, tout en général et tous, mais aussi peut-être notamment les victimes de la traite humaine ou l'exploitation de mineurs. Selon toi, quel impact ça aurait sur les travailleurs du sexe d'abolir justement le travail du sexe? C'est censé être ce qui se passe en ce moment, mais l'impact, il est pas jojo. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est le Covid. Parce que le Covid, il a fait une situation très extrême où il y avait des personnes qui voulaient vendre des services et il n'y avait plus personne pour les acheter. Notre coordinateur au Stras, Thierry Schaffhauser, qui dit les abolitionnistes en rêvaient, le Covid l'a fait. On a cette situation maintenant où il n'y a plus de demande du tout pour des services sexuels. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que nos collègues perdent leur logement. J'ai eu une des collègues avec qui je militais sur Lyon, le jour du premier confinement, elle s'est fait foutre à la porte de là où elle était logée. Donc très concrètement, elle se retrouvait sans domicile, hors la loi parce qu'à l'extérieur, et à ce moment-là, il n'y avait rien de prévu pour les SDF, quand ils ont bouclé tout, sans nourriture, sans argent, ces problèmes n'étaient pas réglés par l'absence de clients. Non, ça semble tellement logique quand on y pense 2 minutes. En fait, il faut agir sur des facteurs de précarité, de pauvreté pour éviter que les personnes qui ne veulent pas faire ça, ne peuvent pas faire ça, ne le fassent pas. En fait, il n'y avait aucune mesure prévue pour les personnes qui étaient hors système. Mais bon, bref, pour revenir sur la question de l'abolitionnisme, l'idée est peut-être noble si on considère que le sexe plus l'argent, c'est pas une bonne chose. Mais si on regarde concrètement les conséquences sur le terrain, on voit que ça résout rien. Il y a eu un rapport d'évaluation de la loi de 2016. Un des constats, c'est qu'il semble y avoir plus de proxénétisme et plus de prostitution des mineurs. En tout cas, si le but c'était d'éliminer et d'abolir réellement la prostitution, ça fonctionne pas. Inverse, quoi. Ouais. Moi, je sortirais pas des arguments du genre c'est le plus vieux du métier du monde et tout ça. Je trouve que c'est des arguments hyper faibles si le but qu'on a, c'est que les personnes soient bien. Et je pense que les abolitionnistes, une certaine proportion des personnes abolitionnistes de conviction, ils veulent surtout que les gens soient bien. Ils veulent qu'il y ait l'égalité entre les sexes. Ils veulent que les gens ne se sentent pas forcés de faire aucun métier par précarité, ne se sentent pas obligés de faire des choses qui les dégoûtent, qui leur donnent pas envie. Et je pense que la plupart ont cette bonne intention derrière. Mais quand on voit concrètement le résultat, je comprends pas comment quelqu'un peut continuer à penser que cette mesure-là, en fait, faut juste l'appliquer plus et plus et plus pour arriver à leur idéal. Moi, je crois qu'il faut vraiment agir sur la pauvreté et puis sur l'égalité femmes-hommes de façon générale. Et ce qui me révèle, c'est qu'en voulant vous aider, en fait, ils le font. Enfin, vous demandez pas l'abolition, en fait. Donc, à quel moment tu estimes que toi, tu sais mieux pour la personne ce qui est meilleur pour elle, quoi. Ils vont trouver des personnes qui sont prêtes à adhérer à ce discours. Et une des choses qu'ils vont dire sur ce qu'on appelle des survivantes, ou ce qui s'autodominent des survivantes de la prostitution, un peu comme sur le modèle des survivantes de violences sexistes et sexuelles, c'est qu'en fait, tant que t'es dedans, tu ne peux pas parler parce que t'es aliéné. Et c'est seulement quand t'as arrêté et qu'on t'a expliqué que tu te faisais violer à tous les jours et que les hommes te possédaient et que tu croyais avoir de la volonté mais en fait t'en avais pas, mais seulement quand t'as arrêté, on t'a expliqué ça, que là tu peux t'exprimer sur ce que t'as réellement vécu. Du coup ça s'apparente à un genre de lavage de cerveau parce que de nos jours c'est impossible de ne pas être en contact avec une parole de TDS directement, qui a subi son métier comme de personnes qui ne subit pas ou qui le vit comme un travail tout simplement. Il y a énormément de témoignages sur Instagram, il y a énormément de podcasts, il n'y a jamais eu autant d'auto-expression, et donc de dire c'est juste les survivantes qui ont raison et de contrôler ce discours, ça a pas de sens. Ouais. Il y a ce témoignage dans le livre de Tan sur des témoignages justement de travailleuses du sexe que je trouve intéressant justement pour percuter notre imaginaire que non, il y a aussi plein de femmes qui ont choisi vraiment ce métier plutôt qu'un autre, où il y a ce témoignage, si le sexe avec un client est chouette, tant mieux, si le sexe avec un client est nul, tant pis, quoi qu'il en soit, à la fin je repars avec une contrepartie, mon fric, et le sentiment qu'il n'a pas de prix, que mon corps est pleinement à moi, je suis juste payé pour un service. Et je me sens plutôt comme une infirmière du sexe ou même souvent une infirmière de la tendresse. Je trouve qu'on est complètement aveugle à l'idée qu'un travailleur du sexe puisse être parfaitement à l'aise avec son choix. Après, moi, quand je m'exprime pas toujours juste de moi, Cybèle L'Espérance. C'est-à-dire que j'ai été porte-parole du Stras pendant plusieurs années, 2 ans. Il y a des trucs qui vont résonner avec mon vécu. Mais quand je parle de continuum de contraintes, je suis là pour représenter, ou en tout cas j'étais là pour représenter, des personnes au sens large. Donc des personnes qui, pour eux, le choix n'a pas été émancipateur. Donc si ça n'a pas été le cas pour tout le monde, c'est pas un argument fort.
Je sais pas si. Du coup, je peux pas. Moi, je trouve que justement, on se perd et on joue le jeu de certains anti-droits des travailleurs du sexe à partir du moment où on oppose le choix et la traite. Comme je le faisais avant, d'avoir cette collègue qui m'a tapé dedans. Donc moi, je vais jamais parler d'émancipation. Non, de toute façon, est-ce que le travail émancipe? C'est pas forcément vrai. Pour certaines personnes, on peut être bien dans son travail. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Moi, il y a des jours sans. Vraiment, déjà hier, quand on m'a fait déplacer pour rien, c'est un jour sans. Il y a des journées où les gens sont plus brusques, ou moi à l'écoute, où c'est pas du tout un mec avec qui j'ai des atomes crochus. Et il y en a d'autres où ça va bien. Mais mes droits du travail, ils devraient pas être basés sur le fait que je me sens bien au travail ou pas. Si on avait demandé aux mineurs dans les mines à l'époque des débuts du syndicalisme, ouais, mais bon, comme ton métier, c'est pas vraiment un métier parce que c'est pas une vie faire ce que tu fais, du coup, on va pas te donner des droits quand même parce que y en a qui ont pas choisi d'être à la mine. Non, mais c'est quoi ce délire en fait? Il faut pas voir les choses comme ça. Les gens, ils ont besoin d'avoir des droits parce qu'ils sont dans des situations précaires. Le fait que j'ai choisi ou que je m'épanouisse dans mon métier, c'est hyper accessoire sur la discussion de ce qu'on fait du travail sexuel. Un autre problème dans l'abolitionnisme, c'est que y a souvent cet énorme amalgame permanent entre le travail du sexe et deux crimes, à savoir la traite d'êtres humains et le proxénétisme, alors que ça a rien à voir. Et ouais, faut quand même montrer que être contre l'abolitionnisme, c'est pas forcément être pour le travail du sexe, mais c'est être pour les droits, ce qui est quand même très différent de celles et ceux qui l'exercent. On dirait que de nos jours, on continue à parler de pro-sexe pour dire voilà, le sexe c'est la joie, c'est la fête du slip, je suis pour la prostitution, c'est cool. Alors, en fait, la pensée féministe actuelle qui parle de travail sexuel, elle n'est pas du tout dans cette simplicité-là. Elle n'est pas juste le sexe c'est cool, il faut que tout le monde sexe, c'est libérateur, c'est émancipateur. Maintenant, vraiment, l'approche qui est proposée, c'est vraiment une approche de droit humain. Donc, quelle est la façon de traiter la question du travail sexuel qui soit la plus favorable à l'exercice des droits humains des personnes concernées? Moi, jamais je vais dire ah non mais moi je kiffe trop mon métier. Tu peux me le demander autour d'une bière. Hein. C'est juste que devant là YouTube, ça sera pas ça que je vais dire parce que de toute façon c'est pas ça qui fait qu'on fait une politique sur les droits des travailleurs et travailleuses du sexe ou les conséquences de leur vie. Je suis pas en faveur d'une sexualité débridée. Chacun fait ce qu'il veut. Les personnes asexuelles sont absolument légitimes. Qu'on devrait pas ressentir d'injonction à ne pas avoir ou à avoir une sexualité. Et ça c'est mon monde idéal et la réalité encore une fois, elle est beaucoup plus nuancée que ce monde idéal. Les gens vivent toutes sortes de pressions. Qu'est-ce qui leur donne un maximum de possibilités? Qu'est-ce qui leur donne la possibilité, eux, de choisir, de faire... Ouais, d'être acteurs, c'est ça. Récemment, j'ai interviewé des colleuses et il y a un super passage sur la putophobie, parce que c'est une asso intersectionnelle, dans leur livre Notre colère sur vos murs que je voudrais vous partager. Pute est un métier, pas une insulte. En tant que travailleur du sexe, la société est en guerre contre nous. La violence des clients a augmenté, les rapports non protégés aussi. Le gouvernement en fait la sourde oreille et les abolitionnistes n'arrêtent pas de nous dire qu'on consent pas vraiment. On nous dit que les putes sont forcément polytraumatisées, comme une bonne partie des femmes et des personnes trans partout ailleurs, hein, mais bon. Que les putes n'ont pas choisi ce métier, qu'elles sont obligatoirement forcées. Et si elles affirment le contraire, un peu comme toi tout à l'heure, c'est juste qu'elles n'ont pas compris et qu'elles étaient contraintes. Une pute ne peut pas consentir. Une passe est forcément un viol tarifé et tous nos clients sont des violeurs. Alors certes, c'est pas toujours le dream job, mais bon, entre ça et les autres emplois précaires, il y a un choix qui se fait. Et la plupart d'entre nous avons choisi d'être putes. Une pensée aux travailleuses du sexe migrantes, racisées, trans, qui ont évidemment un choix plus réduit. Mais on veut des vrais parcours de sortie pour celles et ceux qui veulent quitter le métier. On veut que les clients ne soient pas verbalisés pour avoir fait appel à nos services. On veut des flics formés à ces questions, être assurés pour les accidents du travail et que notre métier soit respecté et ne plus être réduite au silence. Toi, tu as longtemps été impliqué au STRAS, le syndicat du travail sexuel. C'est quoi les principales revendications des travailleurs du sexe? Est-ce que c'est la dépénalisation? Est-ce que c'est d'avoir en fait juste les mêmes droits que n'importe quel salarié, de couverture santé, de retraite ou de prud'homme? Ou est-ce que c'est juste déjà simplement de donner la parole aux travailleurs du sexe et de les croire sur ce qui relève du travail et ce qui relève de la violence? Les deux plus grandes revendications sont la reconnaissance du travail sexuel comme travail et la dépénalisation du travail sexuel, incluant ce qu'on appelle les tiers. Donc les parties tierces, c'est les personnes qui font pas de contraintes, qui font pas de menaces, qui font pas de violence sur les personnes, mais qui se retrouvent impliquées de près ou de loin dans la vie ou dans la transaction sexuelle entre une personne, que ce soit exactement tous ces personnes-là ou mon enfant d'ailleurs, c'est un tiers dans cette histoire malheureusement. Il bénéficie de mes revenus, etc. Donc en fait, voilà, les grandes revendications, c'est ça. Et je trouve ça intéressant parce que moi, j'ai jamais ressenti autant le besoin. Le slogan le plus connu, c'est "Sex work is work". Le travail du sexe, c'est un travail. Et du coup, nous, la revendication de travail comme un travail, je la voyais pas comme étant essentielle. Et alors pourquoi est-ce que maintenant tu considères que c'est un travail? On paye des impôts, on a des revenus, ça me fait vivre depuis 10 ans. Donc si c'est pas
pas un travail, il y a plein de personnes à qui il faudrait que je le dise, parce que eux sont persuadés de m'acheter un service sexuel, et moi je suis persuadée de leur en donner un. Je vois pas ce que c'est sinon, en fait. C'est quoi, ils m'ont donné des dons, ils m'ont violé, si on prend dans la logique. Et après, moi, ce que je comprends de cette expression, sex work is work, si c'est un travail, j'ai des droits sociaux attachés au travail. Et ça change tout. Et depuis ce moment-là, moi, je le dis tout le temps, sex work is work, parce qu'il y a des droits sociaux rattachés au statut de travailleur. Je pense que le plus important, c'est qu'on ait des droits, en fait, qu'on soit protégé. On dit qu'on est vulnérable, qu'on soit protégé au maximum. Quand on a accès à une sécurité sociale, au prud'homme, au chômage, on a beaucoup plus de marge de manœuvre pour faire valoir ses droits. Ouais. Puis t'es moins bien remboursé, je sais pas, des soins de santé, c'est 1000 fois plus galère pour faire un emprunt bancaire. Enfin, il y a plein de conséquences. Même dans mon entourage, il y a au moins une personne par mois que je connais personnellement qui perd son compte bancaire à cause des discriminations bancaires. On compare souvent à la boulangerie, en mode t'es boulanger mais t'as pas le droit de vendre ton pain, tu dois le faire en cachette. Mais même ça pourrait être un dentiste, ça pourrait être n'importe quelle profession. Si t'es obligé par exemple d'accepter que des paiements en espèces parce que t'as pas le droit d'avoir des terminaux de paiement, d'avoir de compte en banque, c'est très difficile. Du coup tu vas avoir toujours des espèces, les gens vont savoir que t'as des espèces et vont te cibler pour te braquer. Si tu peux pas être visible, tu peux pas avoir pignon sur rue, t'es obligé de te mettre dans des espaces dédiés en périphérie, tu vas être isolé, là tu vas être plus à risque de te faire braquer aussi. Les gens vont avoir plus de pouvoir pour négocier contre toi. Toutes ces situations-là font que on n'a pas de pouvoir. Et donc moi, tout ce que je veux comme mesure, c'est des mesures qui permettent d'avoir le pouvoir. Je vais pouvoir tout mettre en place et sortir si j'ai envie. Et c'est là la phrase qui dit on veut des parcours de sortie pour celles qui veulent sortir. Une fois que j'aurai assuré ma base, je vais pouvoir commencer à faire des plans pour autre chose. Moi, à titre personnel, Cybèle L'Espérance, je suis bien dans ce métier. Je suis contente de l'avoir trouvé. J'ai mis du temps à l'accepter, que ça me convenait. Par rapport à mon handicap, par rapport à ma réalité, mon rapport au corps, en fait, c'est un métier qui m'a apporté beaucoup et qui continue de me convenir. Mais il y a plein de gens pour qui c'est un métier par dépit, c'est une activité qu'ils font pour arrondir des situations qui sont compliquées, parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'autres opportunités, mais elles sont pas prêtes nécessairement à tout abandonner du jour au lendemain pour entrer dans un parcours de sortie. C'est une sécurité, c'est une stratégie de survie. Il faut avoir des ressources. C'est ça. Donc ça, c'est une des choses qui est mal comprise parfois. Des personnes qui ont été victimes de traite, qui sont séparées de leur réseau de proxénétisme, leur réseau de traite. Une fois séparés, tu les vois, ils recommencent à vendre des services sexuels. Et tu fais, mais qu'est-ce qui se passe là? Ils sont encore en contact avec le réseau, etc. Non. En fait, ils ont appris à faire un truc. Et ça va assurer leur sécurité de base. Et après, peut-être qu'elles vont faire autre chose quand elles auront appris le français, quand elles auront un logement sécurisé, etc. Elles vont transitionner. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. C'est plus sur leur terme. Exactement, elles vont avoir remboursé les dettes, elles auront une base et elles auront plus de marge de manœuvre. Leur choix sera moins contraint par les circonstances. Ce qui me parle beaucoup chez toi, c'est justement ça, de ton envie d'empouvoirer les travailleurs du sexe. Et tu fais énormément de choses pour documenter ce qu'on appelle la putologie. J'ai découvert ce mot. C'est-à-dire comprendre les acteurs, raconter les histoires de vos luttes et passer cette connaissance. T'es aussi formatrice. Effectivement, même s'il n'y a pas de BTS fellation, comme tu dis, en fait, il y a quand même plein de formations à faire sur plein de sujets. Et j'ai vu dans une interview d'il y a 2 ans que tu disais que dans les 3 ans, tu voudrais faire un MOOC, un cours en ligne sur la putologie, votre histoire, votre lutte contre la traite et l'exploitation des mineurs, sur les bonnes pratiques, ou pour rendre accessible tout savoir et faire valoir vos droits et gagner des victoires. Bon, ça en est où ce MOOC, Cybèle? Alors, il y a des choses que j'ai apprises à la dure. Quand j'ai commencé à m'impliquer au STRAS, je me suis dit, ok, je vais être référente régionale. Comme ça, je vais être obligée d'apprendre un peu des trucs sur les situations locales. Je suis à Chambéry. Je suis allée à Lyon beaucoup, voir comment ça se passait à Gerland, essayer de voir les divers assos, organiser plein de ce qu'on appelle des apériputes ou des goûters de travailleurs et travailleuses du sexe. En fait, on sort les personnes de l'isolement, du coup. Il y a des gens qui nous demandent de l'aide à la déclaration. T'as d'autres personnes qui nous disent, mon loyer a doublé. Donc, en fait, j'ai reçu finalement beaucoup de retours terrain à cette époque-là. Et je trouvais ça très, très intéressant, même si moi, j'avais beaucoup d'intérêt pour lire de la documentation, des recherches et vulgariser ces recherches. Sauf que le milieu militant du travail sexuel, je compare ça très souvent à une allumette qui brûle d'un feu qui crame tout, qui crame surtout les personnes qui s'y trouvent. On est toujours dans l'urgence. Il y a toujours une collègue qui vient de mourir. Il y a toujours une déclaration d'un ministre. Il y a toujours, il y a eu une pandémie.
pandémie. La pandémie m'a un peu projetée dans ce qu'on appelle le lobbying, donc le plaidoyer, alors que moi je suis pas à l'aise dans la sphère politique du tout, mais voilà, on s'est retrouvé à demander des aides à divers ministères. J'ai rencontré 5 cabinets ministériels. J'ai pas le temps de faire un MOOC si je fais des cabinets ministériels, si j'écris des appels à projets pour essayer de récupérer un peu d'argent pour que nous on mette en place des structures d'accompagnement, d'assistance, etc. Donc on se retrouve finalement pris dans un cercle sans fin de l'urgence suivante, le calendrier, la prochaine sortie plutophobe de telle personne très connue. Ça n'arrête pas et ça brûle les gens et ça rend les gens aussi très... ça brise des amitiés parce que tout le monde est sous cette pression permanente. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime construire. Et donc construire, ça se fait pas dans l'urgence en fait, ça se fait avec des réflexions, avec de l'auto-éducation, de l'auto-formation. Et la construction que j'ai pu faire, c'est celle de la rédaction donc d'une partie du livre TDS de Tan, donc que tu as mentionné et dont tu as lu des extraits. Ça me manque en fait de faire plus cette vulgarisation-là. Là, après, il y a une asso, un groupe d'associations, le groupe SOS, qui m'a contacté pour me donner des formations. Je fais partie de leur catalogue de formatrices maintenant, via ARCAT, une asso de lutte contre le VIH. Et donc, j'ai donné des formations à l'accompagnement des personnes qui vendent des services sexuels auprès d'associations. Et donc, cette transmission-là, je la fais, mais j'ai l'intime conviction que créer du contenu, créer des activités clés en main pour que des TDS puissent prendre l'activité et aller l'animer quelque part et l'enrichir de leur expérience de TDS. Donc tu parlais d'empouvoirment, moi cet empouvoirment je le vois sur la possibilité d'aller non seulement témoigner mais même transmettre au-delà de ça sa propre expertise sur le travail sexuel et c'est tout l'ambition que j'avais en tout cas au niveau du syndicat dans le pôle formation, mais que je crois maintenant que je vais faire via une structure indépendante vraiment dédiée à l'éducation et à la formation. Donc je suis en train de préparer ça et peut-être qu'on aura un MOOC, un de ces quatre. Hein. J'ai déjà mes petits contacts au CNRS et à plusieurs endroits, mais la question c'est toujours qui va financer. Bon, je peux bien financer des trucs avec mes fesses, mais à un moment ce serait bien que ce soit aussi des financements publics qui viennent donner un coup de main sur tout ça, quoi. Comment est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent être des alliés de vos luttes pour obtenir des droits ? Il n'y a pas encore de manuel du parfait petit allié, donc j'espère que ma structure pourra en publier un aussi. Déjà d'écouter les paroles de TDS directement pour être sensibilisé directement, donc de façon non médiée. Des comptes Instagram, il y a les podcasts de Océan aussi avec nouvelles écoutes intimes et politiques. Accepter aussi qu'il y a des opinions différentes même au sein des TDS. Que nous, on a internalisé la putophobie, la putarchie, donc on n'est pas parfaite, on n'est pas toutes des militantes avec une conscience politique hyper développée. Être présent lorsqu'il y a des manifs, moi qui n'étais pas une personne de manif, j'ose dire ça, soyez présents, en fait, ça compte beaucoup pour nous quand il y a des alliés sur place. Redistribuer nos paroles sur les réseaux sociaux, parlez-en en direct à quelqu'un, ouvrez la discussion sur le sujet du travail sexuel, ouvrez votre gueule quand quelqu'un s'exprime de façon négative à notre sujet. Ne soyez pas juste des témoins impuissants. Vous, quand vous réussissez à passer un peu nos paroles, c'est déjà ça de moins de violence qu'on se prend. Il y a aussi moyen de donner à des assos. Justement, parce qu'il y a des assos auxquels tu pourrais nous citer des assos auxquels donner de l'argent ou faire du bénévolat. Pour donner de l'argent, moi je recommande d'aller voir la Fédération Parapluie Rouge, qui est la fédération de toutes les associations où les TDS, travailleurs et travailleuses du sexe, sont au cœur de la gestion de l'association. Il y a des employés qui sont TDS, il y a des membres du CA qui sont TDS. Les meilleures personnes pour aller au contact des TDS, ce sont d'autres TDS. Et sinon, il y a quelques assos qui sont des assos alliés, donc qui soutiennent les luttes des travailleurs du sexe. Donc là, des personnes qui ne sont pas TDS peuvent s'impliquer, notamment Médecins du Monde, AIDS. De plus en plus, on a le soutien de Amnesty International, du planning familial. Trop bien. Merci Cybèle pour cette deuxième interview. Si ça vous a plu, je vous conseille Le Soif de Sens sur le porno féministe avec Olympe de G. Et merci beaucoup Cybèle. Ciao tout le monde. Merci, ciao.